Est-ce que je vais mourir un jour? Ça, j'ai la réponse, c'est oui. Où ça? Comment? Pourquoi? Ça, j'en sais rien. Et vous non plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va tous mourir un jour. Et pour un sujet qui est autant universel, qui touche tout le monde, tous les êtres vivants, il est quand même étonnant de voir à quel point personne n'en parle. Aujourd'hui, on met la mort en lumière dans ce nouvel épisode de Bold et toujours dans les locaux de Manza Studio. On reçoit la psychanalyste Edileuza Gallet. Elle a fondé la coopérative Cyprès et son objectif, c'est de nous faire changer notre perception sur la mort. Edileuza Gallet, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes psychanalyste, comme je viens de le dire. Vous avez fondé la coopérative qui s'appelle Cyprès. On esquive souvent la mort en usant d'images pour l'évoquer. On parle par exemple de s'en aller, de partir, de monter au ciel. Pourquoi on a peur de nommer la mort? C'est intéressant parce qu'au fond, on a très peur de dire les mots morts parce que la mort, elle a été éloignée dans l'espace public. Vous voyez, on parle beaucoup du tabou de la mort, mais en réalité, moi, mon observation, c'est que nous avons plutôt un déni de la mort. Vous voyez, les tabous, c'est quelque chose qui structure. Ouais. Alors que les dénis, c'est on éloigne, et puis on fait comme si elle n'existait pas. C'est-à-dire qu'en fait, on dit que c'est pas un tabou, mais on n'en parle pas quand même. C'est pour ça que vous parlez plutôt de déni. Oui, c'est pourquoi je parle du déni. D'accord. Parce qu'en fait, on n'évoque pas nulle part, et puis elle arrive tous les jours, n'importe où, pas un mot. On ne parle même pas aux EHPAD. Les gens rentrent dans un EHPAD, ils savent que c'est la dernière demeure. Ouais, on sait que c'est pour mourir. Enfin, Ben oui, on est censé priori. mourir dans une EHPAD, mais on ne parle pas. Vous voyez, c'est ça que j'appelle le déni. On est dans le déni de la mort. On l'éloigne et puis on a vu les résultats. Quand on est confronté à la mort de manière massive, et là, tout le monde se réveille, ah bon, on meurt. ouais. Et c'est souvent un choc d'ailleurs. Oui, c'est Parce souvent un choc. qu'on n'y est pas préparé. Non, Alors, est-ce qu'on peut se préparer à la mort? oui, Comment? on peut se préparer, on peut préparer sa mort. Voyez. Ok. Donc, on peut se dire, d'ailleurs, quand j'anime les cafés mortels et que les gens viennent de tous les âges, il y a des jeunes qui disent, moi, je veux mourir, je veux que dans mon enterrement, il y ait cette musique, je veux que ça soit dans la nature, je veux que ça soit de cette manière. Alors, on ne peut pas décider comment on va mourir, attention, mais on peut préparer beaucoup de choses, notre enterrement, la forme, inhumation, crémation, les lieux où on veut être inhumé, où nos cendres veulent être dispersées, on peut mettre nos cendres auprès d'un arbre. Mais bon, on peut faire plein de choses et on a l'impression qu'on ne peut rien faire. Ceux qui nous écoutent ont évidemment entendu votre accent parce que vous êtes d'origine brésilienne. Ouais. Justement, au Brésil, est-ce qu'il y a un rapport particulier à la mort? Est-ce qu'il est différent du rapport que nous avons en France? Le Brésil est un pays assez catholique, très conservateur. C'est pas un pays, je veux dire, pour moi, un modèle à suivre dans ce domaine. Moi, ce que je constate, c'est simplement qu'on parle plus. Le sujet de la mort, on l'évoque à tout bout de champ. On arrive au Brésil, on rencontre quelqu'un, on demande ton père comment ça va, ta mère comment va-t-elle? Elle est morte. Ah là là, et là on commence, on pleure, on s'embrasse, elle nous raconte comment ça s'est passé, comment tu te sens. Donc c'est pas un froid. Moi je suis arrivée en France, j'avais 27 ans, j'ai rencontré des gens, je me disais mais alors ta mère qu'est-ce qu'elle fait? Silence. On ne parle pas. Et là, mon mari un jour m'a dit, mais arrête de parler de la mort, ça se fait pas. Alors je dis, ah bon, mince, mais pourquoi? C'est marrant. J'ai pas compris, quoi. J'ai pas compris pourquoi. Dès que la personne meurt, bon, on peut parler peut-être 2 mois, 3 mois, 5 mois, et après c'est un silence. Et puis c'est gênant. Et moi, je me dis, mais ça va pas, quoi. Ça va pas. Donc moi, je suis pas à vouloir transposer une autre culture, vous voyez. Ouais. Moi, je vois bien que c'est différent. Alors, en effet, si c'était très bien, si tout le monde était très bien, pourquoi pas, why not? Mais les problèmes, c'est que dans mon cabinet, les gens viennent, ils ne sont pas bien. Bien sûr. C'est qu'il y a un problème au fond quand même. Bah oui, on trimballe nos morts et on vient parler que dans les cabinets de psy. Parce qu'on n'a pas des lieux. Ouais, où on n'a pas vraiment le droit d'en parler en fait, quelque part. Ben voilà. Il y a une sorte de couvercle. Voilà.
Alors pour ceux qui ne l'ont pas entendu, vous animez des cafés mortels, ça fait partie d'une des missions que vous avez au sein de la coopérative Cyprès. Alors moi, ça m'a évidemment interrogé. Je me suis dit, tiens, des cafés mortels, c'est quoi? C'est un moment justement où on se retrouve dans la semaine ensemble pour parler de la mort, de notre propre mort, de la mort de quelqu'un. Oui. Parfois, ça peut être de la mort d'un animal, il me semble. Vous Oui. avez parlé de ça aussi? Oui, oui, on peut. C'est vraiment un dispositif très simple. On vient dans un lieu public, dans un bar, dans un resto, dans une bibliothèque, une librairie, on parle de la mort et on dit ce que l'on veut. Alors, ce n'est pas un débat C'est ouvert à tout le philosophique, monde. c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. J'ai fait dans les collèges, j'ai fait dans les écoles, j'ai fait dans les EHPAD, j'ai fait dans les bibliothèques. Depuis 10 ans, j'anime des cafés mortels. Je suis la première à faire ça en France parce que cette idée n'est pas née, c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est Bernard Crétas, un ethnologue suisse, qui a inventé les cafés mortels. Mais je suis partie en Suisse me former au rite funéraire et je me suis dit, voilà, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour libérer la parole. On a l'impression, en fait, que, même moi d'ailleurs, parler de la mort, c'est presque mourir un peu. Ou en tout cas, c'est avoir peur que la mort nous regarde à ce moment-là et qu'il se passe quelque chose. C'est vrai un peu ce que ressentent aussi les gens quand ils parlent de la mort? Oui, 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 bien sûr. Il y a une croyance très partagée que si on parle de la mort, on meurt. Ouais, c'est fou ça. Oui, parce que quelque part, dans le déni de la mort, on a l'impression qu'en effet, si on va toucher quelque chose, c'est presque de l'ordre du magique. Vous voyez, quand on parle de cette chose, elle nous arrive. Et on a eu ça avec certaines maladies, les cancers par exemple. Si on parle du cancer, hop, on peut attraper, comme si on attrapait quelque maladie, chose. Bien sûr, ouais. Et moi, je dis souvent dans les cafés mortels, vous inquiétez pas, on ne meurt pas d'en parler, je suis toujours vivante. Ouais. Et ça fait, depuis toute petite, je travaille sur la mort, je pense à la mort, je suis confrontée à la mort depuis très longtemps. Pour l'instant, j'ai 52 ans, il ne se passe rien. Je vais dire, je n'ai pas dit que je ne vais pas mourir Oui. et que je n'ai pas peur de la mort. Attention, j'ai peur de la mort, je vais mourir comme tout le monde, mais je peux parler de la mort. Est-ce que c'est propre aux sociétés occidentales, ce déni de la mort? Oui, alors, en effet, on peut supposer, c'est pas moi qui le dis, c'est Philippe Ariès, un historien qui a beaucoup travaillé sur le sujet de la mort, qu'avec la modernité, la mort est devenue interdite. Les deux guerres, le nombre de morts, et puis la médicalisation, l'avancée de la science et tout ça. Donc, on a éloigné la mort. Aujourd'hui, 50% des personnes meurent à l'hôpital. 17% des personnes meurent en EHPAD. Très peu de personnes meurent à la maison. Donc, on a éloigné la mort de l'espace public. Donc, quelque part, c'est comme si elle n'existait pas. Vous voyez? Donc, on ne la voit pas. Les gens arrivent à la coopérative et nous disent, mais est-ce que je peux habiller ma mère? Est-ce que je peux faire ça? Parce que même le corps est confisqué. Il y a une confiscation des corps. Donc, c'est devenu tellement éloigné que c'est presque surréaliste. Alors, je ne peux pas non plus dire qu'ailleurs, partout dans le monde, les choses sont différentes. Moi, les constats que je fais, c'est en France. Après, en effet, dans d'autres cultures, on sait qu'on a plus de proximité. Par exemple, moi, je viens d'Amérique latine, je suis née au Brésil. Ce que je sais, c'est que les émotions sont plus exprimées au moment de la mort au Brésil. On pleure, on rigole, voilà, et on parle très librement de la mort. Ça peut rendre l'affaire moins taboue. Et puis, moi, mon constat, c'est qu'on meurt mal en France. On meurt mal parce qu'il y a beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'angoisse. Dans les fins de vie sont très mauvaises. Les personnes âgées souffrent énormément. Et l'entourage vit la mort comme un traumatisme. Vous voyez? Et là, c'est vraiment en tant que psy que je dis. Parce que les personnes ont l'impression que la mort ne devait pas exister. Et que c'est forcément horrible et désespérant. Non. Ce n'est pas forcément horrible ni désespérant de mourir. Voyez? Alors évidemment, quand on meurt jeune, quand on est en super bonne santé, un accident, tout ça c'est violent, mais il y a des morts qui se passent très bien. Et donc on peut le vivre mieux. On n'a pas besoin de subir de manière si violente les fins de vie. Et je pense que la loi aujourd'hui, toutes les questions autour de l'euthanasie, elle cristallise un peu cette angoisse-là de beaucoup de personnes qui ne veulent pas cette mort-là. Ils veulent autre chose. Ils voient que ça va arriver. Sans rentrer encore dans ce débat, mais pour revenir sur les progrès de la médecine, vous en avez parlé, est-ce que ça nous donne l'illusion
finalement de contrôler la mort, de se Oui. dire bon, bah, on est capable de la repousser ou voire même de l'annihiler hein, avec les progrès de la médecine. Oui. Et est-ce que du coup, ça crée un mythe de l'immortalité? Oui. Oui. Ça crée ce mythe-là? Oui, ça crée tout à fait ce mythe parce que c'est un mythe vraiment qui, je pense, qui participe à tout un système de croyances très occidental, c'est-à-dire que voilà, on va arriver à un jour où la mort n'existera plus. Et donc, ça nourrit ce mythe-là. C'est vraiment un mythe très contemporain, très postmoderne et puis très occidental. Parce que dans d'autres pays, ben, quand la médecine, ben, déjà, elle n'est pas accessible à tous. Bien sûr. Donc, il n'y a que les riches qui peuvent accéder à des soins. Ben, on ne va pas se faire d'illusions, on le voit, les personnes meurent beaucoup plus jeunes. Donc, en effet, mais ça me gêne un peu de critiquer les avancées médicales parce que je pense que les avancées médicales apportent beaucoup. Et puis, justement, ce n'est pas un échec de la médecine de mourir. Il faut faire attention avec les raccourcis. Vous voyez, ce n'est pas parce que la médecine soigne très bien et elle peut soigner très bien jusqu'au bout. Ce n'est pas un échec que les gens meurent. Ouais. Vous voyez, et parce que les gens meurent. Voilà, et beaucoup de jeunes médecins n'apprennent pas, ne sont pas confrontés à la mort. Moi, je discute beaucoup avec des médecins. J'ai une amie qui est en réanimation et elle me raconte des choses ahurissantes. Elle me dit, mais voilà, nous les jeunes médecins arrivent, ils ont l'impression qu'ils vont réanimer tout le monde. Ouais, ils vont sauver tout le monde. Mais non, et on n'a pas à faire ça. On peut se poser des questions. Est-ce qu'on a à réanimer toutes les personnes? Vous voyez, il y a des questions éthiques. Ce n'est pas parce qu'on peut qu'on le fait. Donc, moi, je trouve qu'il ne faut pas opposer les choses et je pense qu'il faut vraiment saluer toutes les avancées médicales. C'est très important. Et puis, heureusement, mais c'est la vie. La mort fait partie de la vie. Est-ce que on a quand même le sentiment que pour l'homme, c'est toujours un combat quand même, de repousser la mort, d'essayer de la combattre. Et même encore aujourd'hui, il y a notamment des milliardaires américains, je pense à Elon Musk et d'autres, qui travaillent toujours à fabriquer des outils pour repousser la mort, pour vivre après la mort. Est-ce que vous pensez que c'est un combat qui n'est pas vain quelque part? Est-ce qu'il faut continuer à combattre la mort? Alors, je trouve que c'est des questions vraiment... Moi, pour ma part, je ne me sens pas à me positionner sur cette question. Je pense qu'on rentre dans des questions vraiment politiques qui ne me regardent pas, qui ne m'intéressent pas, en fait. Ça ne m'intéresse pas, ce débat-là, est-ce que je vais devenir immortel? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre soin des morts. Pourquoi je dis ça? Moi, ce qui m'a beaucoup inspirée pour faire les projets de Cyprès, c'est lire Judith Butler, qui est une philosophe américaine, écoféministe, qui pose la question: qu'est-ce qu'une vie bonne? Qu'est-ce qu'une vie qui mérite d'être pleurée? Comment peut-on prendre soin de nos morts, hein, de nos fragilités? Et donc, moi, la question que pose Butler, c'est: est-ce qu'on peut porter un regard aussi féminin sur la mort? La mort est accompagnée notamment par des hommes. C'est une vision purement, bon, en majorité, une vision masculine de la mort. Pourquoi? Nous, à quel moment? Pourquoi c'est pourquoi les pompes funèbres, historiquement, sont portées par des hommes? Les prêtres. Nous, voilà, on vient... Et d'autres. Enfin, voilà. Et aussi, ce sont souvent les religions qui accompagnent la mort. Exactement. Nous, on vient avec une idée différente d'accompagner la mort et de dire la mort est une question écologique, est une question de société et une question politique. Nous allons tous mourir. Comment peut-on, en tant que société, prendre soin de nos morts? Et nous pouvons prendre soin de nos morts. Ce n'est pas une marchandise. Vous voyez, parce que si on va penser à ces questions, c'est quelques milliardaires qui vont se dire « je vais prolonger ma vie à l'infini ». Je n'ai rien à foutre des milliardaires. Je suis désolée. Oui, parce que ce n'est pas la majorité de la population. On ne va pas atteindre ça. Donc, pour l'instant, il y a plein de gens qui meurent très mal. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes-là? Pour vous, pour moi, pour nos enfants qui vont mourir et qui vont peut-être être hyper angoissés toute leur vie. À l'idée de mourir. Voilà. Et qui vont passer à côté de leur vie. Parce qu'ils ont l'impression que c'est l'échec de leur vie. Non. Vous voyez? Donc, moi, je trouve qu'il y a vraiment un travail énorme. Moi, je me suis lancée là-dedans et je mesure à chaque jour. Je ne suis pas toute seule. Il y a 10 coopératives en France, la majorité portée par des femmes, comme par hasard. Nous sommes tous avec une vision écologiste. Nous avons un regard sur la beauté.
Pourquoi la mort devait être moche? Oui, bien sûr. Pourquoi on devait avoir que des fleurs en plastique? Pourquoi l'esthétique de la mort, c'est toujours sombre? Toujours noir. Voilà. Mm. Vous voyez? Donc, nous, on vient pour dire non, c'est pas normal, on n'a pas envie de ça, on a envie d'autre chose, on peut faire autre chose en tant que citoyen, on peut dire autre chose, on peut avoir des rites, on n'a pas besoin de partir au Japon pour copier des rites, on peut faire des rites avec la vie des personnes qui sont là. Vous voyez? Oui, parce qu'il y a ce manque-là dans notre société, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on appartient à une religion, souvent, en tout cas, la religion encadre la mort, la fin de vie, Oui. avec un rituel, une cérémonie, Oui. etc. Pour ceux qui n'ont pas de religion, effectivement, se pose la question de qu'est-ce que je fais Oui. le jour où j'ai Oui. un proche qui décède Oui. ou qui meurt, hein, je vais prononcer le mot encore une Voilà. fois. Là, rien. on leur propose rien. Voilà. Non. Et donc, vous avez décidé de leur proposer quelque chose. Ah oui, non, nous, on a vraiment décidé d'agir précisément parce qu'il y a 6% de pratiquants en France. Vous voyez, 6%. Donc, ce n'est pas la peine. Moi, je ne m'oppose pas aux religions. Chacun a le choix de faire ce qu'il veut de sa vie. Mais il y a quand même un constat. Les gens ne vont plus, ne croient plus, et puis n'ont plus envie de ça, de ces discours, de ces paroles. Donc, quand on n'a pas envie de ça, eh bien, on se retrouve dans le silence. Et tout le monde ne supporte pas ce silence-là. Parce que ce n'est pas un silence habité, c'est un silence mortifère. Donc là, moi je trouve que modestement, ce qu'on apporte là, c'est de dire on peut honorer nos morts. On peut vraiment les honorer. Évidemment, avant, nous avions des rituels collectifs. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société individualiste. Et puis, moi, je pense qu'on n'a pas non plus à dire « mais revenons à l'église pour faire du collectif ». Non, faisons du collectif à partir du plus intime. Donc, prenons l'histoire de la personne, voyons ce qu'elle aimait, interrogeons la famille, passons du temps avec eux, et puis on verra qu'il se passera des choses. Et il se passe des choses quand on fait nos cérémonies. Depuis 2019, quand on a ouvert la coopérative, on a fait déjà pas mal de cérémonies. Moi, j'ai rencontré au moins 3000 personnes en faisant les cafés mortels. Je les ai entendues, des soignants, des étudiants, des personnes âgées, des personnes de tous bords. Je veux dire, tout le monde est concerné, on va tous passer, quoi. Et puis, quand on parle, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même un soulagement énorme de pouvoir parler du sujet. Parce que ce n'est pas une maladie. Ce n'est pas honteux de mourir. Dans vos cafés mortels, qu'est-ce qui revient le plus? Qu'est-ce que demandent les gens ou qu'est-ce qui ressort? Alors, il y a tout. Il y a vraiment, moi j'ai en tête, il y a plein d'histoires en fait. C'est un lieu d'histoire. Nous sommes remplis d'histoires. Ce qui nous construit, ce sont nos histoires. Et donc, dans les cafés mortels, moi je suis assez souvent frappée par des personnes qui vont dire des choses qu'ils ont gardées depuis 30 ans. Okay. Par exemple, moi j'ai une femme qui est venue et qui a dit qu'elle avait fait un avortement il y avait 30 ans. Elle avait avorté, elle avait décidé de faire une IVG. Et puis, elle était toujours, cet enfant, elle n'arrivait pas du tout à se séparer. Et elle s'est mise à pleurer. Et c'était hyper émouvant. C'est des choses comme ça qui sortent. Il y a une autre personne qui est venue une fois, elle est venue avec son frère, elle avait perdu sa mère enfant et elle n'a pas pu assister à l'enterrement et elle était dévastée. Ça faisait au moins 70 ans. Elle était très âgée. Elle raconte ça. Il y a des personnes qui viennent, qui veulent parler de leur mort. Moi, je veux avoir telle mort, je veux avoir tel enterrement, je souhaite avoir une dimension écologique dans mes funérailles. Bon, voilà. Donc, c'est pour vous expliciter un petit peu parce qu'il y a vraiment des témoignages très différents. Et moi, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas quelque chose qui revient sans cesse. Il y a quand même, sur le fond, cette idée que les gens, ils sont un peu... au moment de la mort, il y a une espèce d'interdiction de faire et d'agir. Donc, les gens, ils sont un peu sidérés parce que c'est normal. Et donc, il y a déjà tous les chocs psychologiques selon la mort, l'âge du défunt, tout ça. Et donc, ensuite, ils sont un peu comme des automates, ils suivent et puis ils obéissent. Vous voyez? Donc,
ça revient quand même. C'est quelque chose qui revient. Et c'est pourquoi l'intérêt de préparer avant. Parce que quand on est dans ces états-là, mais on ne peut pas penser bien. Vous voyez, on ne pense pas bien quand on est sidéré, quand on est dissocié, on le sait. Bien sûr. Mais avant tout ça, ben, on peut faire des choses. Donc ça, c'est quelque chose qui revient. Il y a des choses très drôles. Oui, oui. Très drôles. Il y a des gens qui racontent comment, par exemple, une qui a raconté, ma mère adorait faire la cuisine. Et puis avant de mourir, elle nous a préparé des super bons plats. Et nous, à chaque année, au moment de son anniversaire, on fait un repas avec les plats qu'elle aimait. Et chaque fois, j'amène un nouveau repas, un nouveau plat pour qu'elle découvre un nouveau plat. Il y a des gens qui disent qu'ils parlent avec leur mort. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ont un rapport direct avec leur mort et qui racontent les liens qu'ils ont avec leur mort. Il y a une femme qui a raconté qu'elle ne prenait aucune décision sans aller parler à son père, à la tombe de son père. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça rompt avec toutes ces idées vie et mort. On est dans des fantasmes aussi. La mort, c'est terminé, ça n'existe plus. Or, ce n'est pas du tout ce que j'entends. Ouais. Hein, oui, parce que finalement, d'aller parler à un mort, c'est faire vivre, continuer à faire vivre le mort. N'est-ce pas? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et puis, les gens parlent à leurs grands-parents, ils parlent avec leurs amis, ils sentent la présence. Il y a plein de choses. C'est hyper riche. Il y a des expériences de mort imminente. Des gens qui ont fait des expériences extraordinaires. Qui vous en parlent aussi, ça, oui, au Café Mortel? Qui nous racontent leur expérience de mort imminente. Je trouve ça passionnant. Rappelez simplement ce que c'est une expérience de mort imminente. Ben, c'est une expérience où la personne arrive très loin, dans un état où... C'est presque après le coma. Et... Voilà. Et puis, finalement, la science étudie un peu ces expériences-là parce que les personnes sont presque considérées mortes. Et puis, elles vivent des choses très intéressantes. Et puis, elles racontent ces expériences-là. Et puis, elles reviennent. Et en fait... Bon, évidemment, il y a plein d'explications neurologiques sur le cerveau. Aujourd'hui, on connaît un peu plus les explications. OK. Mais cela dit, ce qui vivent les personnes, ce n'est pas finalement l'explication scientifique sur les expériences de mort imminente. Parce que c'est une expérience de la conscience, en fait. Bien sûr. Hein? Mais ce qui est intéressant, à mon sens, c'est ce qui racontent les gens de ces expériences et comment ça les apaise pour mourir. Parce que la plupart du temps, les gens disent « Maintenant, je n'ai plus peur de mourir. » C'est génial. Ah bon, à ce point? Ah oui. C'est-à-dire que le fait de s'en être approché si près, oui. Ça les enlève la peur, ça les soigne de l'angoisse de mourir. Et ils disent, j'ai compris. Moi, je me souviens d'une femme qui a dit, j'ai pris conscience combien le corps était lourd et que je sentis quelque chose que j'ai jamais senti de ma vie. Et c'était tellement agréable, tellement beau. Et puis, mais j'ai pensé à mon fils. C'était vachement intéressant. Je pensais à mon fils, il a 14 ans. Et là, hop, je reviens. Et elle a dit, pour moi, c'était un deuil de ne pas être allé vers ça. Et on a une vision catholique, chrétienne, de la mort comme horrible. Ou sinon, le vide. Il n'y a plus rien. Vous voyez? Bon, je ne sais pas ce qu'il y a après. Ou l'éternité, parfois, ça dépend de la religion. Certains, l'éternité, bon, ça ne tient peut-être pas beaucoup, mais au moment de la mort, on voit des choses aussi. Comment on fait pour mieux l'appréhender? Alors, cette mort, qu'est-ce que vous dites à vos patients ou aux personnes qui viennent au Café Mortel? Est-ce qu'il y a des techniques pour essayer d'en avoir moins peur, d'en parler, que ce soit plus tabou? Oui, moi, la technique que je dirais, c'est chacun à trouver. Parce qu'on peut trouver, en fait, l'angoisse de la mort, ce n'est pas une angoisse qui, moi, je dirais qu'on peut régler. Ça ne se règle pas, l'angoisse de la mort. Je pense qu'on peut apprendre à vivre avec la peur de la mort. Et puis, selon les moments de la vie dans lesquels on est, elle est moins ou plus forte. Donc, on peut apprendre à apprivoiser cette peur. Et puis, ça veut dire que concrètement, quand elle arrive, on peut apprendre à communiquer avec elle, parler à nos proches. Là, je ressens beaucoup de peur de la mort. Parler aide énormément, ça apaise beaucoup l'angoisse. L'anxiété, d'une manière générale, quand on comprend, elle est apaisée à 80%. Vous voyez, la compréhension aide énormément. Bien sûr. Donc, ça ne fait pas tout. Vous avez un cancer en stade terminal, vous voyez? Oui, le comprendre, c'est pas forcément apaiser son... Voilà,
Ça peur. C'est une expérience, ça va aider, mais ça ne va pas vous enlever complètement la peur de la mort. Après, aujourd'hui, il y a un accompagnement qui est très, très holistique de la mort. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour mieux mourir. Donc, nous, notre travail, il est là. C'est-à-dire qu'on peut accompagner les familles à construire, à préparer leurs funérailles, les volontés funéraires. Au moment où elles décèdent, nous, on intervient, on accompagne, on propose des cérémonies laïques, on accompagne les vivants, on agit dans l'espace public, vous voyez, et puis on accompagne dans l'après, parce qu'on accompagne les familles, on prépare les cérémonies, et puis ensuite, les familles, elles pourront peut-être... déjà, si on accompagne ce moment-là, c'est un travail déjà de prévention immense. Quel est votre regard sur l'euthanasie, la fin de vie? C'est un débat qui fait l'actualité en ce moment, avec un nouveau texte, notamment l'aide à mourir, le suicide assisté. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, j'ai une position qui est uniquement personnelle sur le sujet. Moi, je pense que... En tout cas, nous, on a vu assez près des personnes qui sont arrivées, malheureusement, qui n'en pouvaient plus et qui se sont suicidées de manière assez violente. Qui n'en pouvaient plus parce qu'elles étaient vraiment dans un stade presque terminal, etc. Très malades. Qui étaient très malades, qui avaient un diagnostic vital, des maladies très, très graves, et la personne ne souhaitait plus vivre. Et puis, des personnes qui ont décidé de finir et qui se sont suicidées de manière violente et qui nous ont quelque part, nous ont interrogé qu'est-ce qu'on pouvait faire. Nous, on a dit, nous, on n'est pas là, nous ne faisons rien que ce soit hors la loi, mais et nous ne pouvons pas vous accompagner là-dedans. Ce n'est pas notre rôle. Donc, on a vu la souffrance de ces personnes, on a vu comment elles étaient vraiment désespérées. Et puis, moi, ça m'a permis de prendre en compte qu'en effet, à mon sens, le débat en France est beaucoup trop clivé sur la question, une question très, très conservatrice, une idée que si on fait du soin palliatif, c'est bon. Pour moi, ce n'est pas bon. Certaines maladies, comme la maladie de Charcot, des maladies neurodégénératives qui sont atroces, il ne suffit pas de simplement ne pas souffrir, d'avoir du soin palliatif. Les personnes ne supportent pas ce type de mort. C'est une dégradation d'une telle violence. Moi, je suis pour l'euthanasie. Et je pense, mais ça c'est ma position, ce n'est pas la position de notre conseil. Dans notre conseil, on a des personnes qui pensent différemment. Moi, ma position, c'est que aujourd'hui, on a tous les moyens d'accompagner correctement les personnes à mourir. Ce n'est pas un échec. Moi, je ne vois pas comme un échec d'accompagner les personnes qui souhaitent mourir et qui n'en peuvent plus. Et puis, il ne suffit pas qu'il y ait de faire du soin palliatif. Alors, ceux qui ont de l'argent vont en Suisse, vont en Belgique, mais ceux qui n'ont pas de moyens se suicident de manière très, très, très violente. Et je pense que ce n'est pas normal. Vous voyez? Donc, après, bon, nos législateurs, je sais que le débat est très, 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 très clivé en France, mais ma position, ça serait important de légaliser l'euthanasie en France. Ce sera ma dernière question. Est-ce que l'acceptation de notre mort, la reconnaissance de notre mort, peut finalement nous permettre de mieux vivre? Parce qu'il est là aussi le débat. C'est mourir, c'est bien, mais bien vivre avant, c'est mieux quand même. Bah oui, totalement, totalement. Moi, je dirais pas non, bien sûr, parce que je travaille sur le sujet. C'est pas pour vous dire que venez parler de la mort, vous allez être encore plus mal. Ouais, non, non. Moi, je dirais que parler des choses qui nous dérangent, se confronter aux peurs que nous avons, nous aide à être plus libres. Vous voyez? Pour moi, je reste convaincue que quand on regarde en face nos peurs, on peut vivre mieux. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi je fais ça, c'est pourquoi je suis à cet endroit-là, c'est pourquoi, et je ne suis pas du tout triste, je ne suis pas du tout mélancolique ni dépressive. J'adore la vie, j'adore manger, j'adore danser, j'adore faire la fête. Et puis, j'espère que mon enterrement sera une grande fête. Le jour où il va arriver, mais en attendant, je fais la fête aussi. Vos cafés mortels, Eddy Le Zagallé, ils ont lieu quand? C'est à Bordeaux, donc surtout. Il y en a peut-être d'autres en France? Oui, il y en a un peu partout. Aujourd'hui, il y a beaucoup, c'est tout un mouvement. Hein. Vous voyez, petit à petit, il y a un mouvement autour de cette conscience de la mort, je dirais.
Et puis, nous, à Cyprès, on anime des cafés mortels partout à Bordeaux, en Gironde. On a animé un peu ailleurs aussi, mais on se concentre un peu plus sur la Gironde. Et puis, s'il y a des personnes qui souhaitent proposer un café mortel, un lieu, on est tout à fait ouvert. Ok. Donc, normalement, on met sur notre site internet, cyprès.fr, on met l'info. Et puis, les gens peuvent trouver aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'on est aussi sur les réseaux. Et puis, voilà. Donc là, la programmation, on essaye d'organiser un dîner mortel, mais la programmation, elle est toujours mise sur le site. Et puis, voilà, on est très, très partant pour des nouvelles expériences. Donc, n'hésitez pas à nous proposer. Donc des cafés mortels et bientôt des dîners mortels pour parler de la mort et Oui. pour libérer la parole autour de la mort. Merci beaucoup Edilusa Avec Gallet plaisir. d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes psychanalyste et fondatrice de Cyprès, qui est une coopérative qui s'est donnée pour mission de transformer notre perception de la mort. Merci beaucoup. Avec plaisir. Si cet épisode sur la mort vous a plu, comme à nous tous ici, je vous encourage évidemment à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne de Bon Média. Ce serait vraiment trop sympa de votre part. Merci beaucoup et à très vite sur la chaîne.